Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, un nouveau roman d'Anne-Laure Bondou, c'est toujours un événement pour ses centaines de milliers de lecteurs. Ça tombe bien, elle en publie un en cet automne, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Warrett, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu éditorial et programme d'art plastique, Gallimard Jeunesse publie une très belle bio de la peintre Rosa Bonheur. Brandon l'a lu pour vous. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, nous sommes le 16 octobre et c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'alimentation, cette année autour du thème de l'eau. Enfin, le cours particulier de Marie-Olivier. Aujourd'hui, on voyage dans le temps à la rencontre d'une grande pédagogue du début du XXe siècle, Germaine Tortel. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Nous traverserons des orages. Le roman est à la fois une fresque historique, une saga familiale, un grand roman de l'intime. Il vient de sortir chez Gallimard Jeunesse. Il est signé par une des autrices stars des ados, et pas que des ados, il y a plein d'adultes qui lisent. Anne-Laure Bondou, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Fresque historique, saga familiale, roman de l'intime. On a eu envie de vous inviter ici pour ces trois dimensions, évidemment pour la merveilleuse qualité du livre. Elle renvoie ces dimensions à des thèmes qu'on rencontre assez souvent dans la quotidienne. Je voudrais qu'on commence par la fresque historique, grande passion de Brandon ici présent. Vous vous êtes dit, en toute simplicité, je vais raconter le XXe siècle. Alors, oui, le mot simplicité, évidemment, non. Je savais que j'étais au pied de l'Himalaya, d'une certaine façon pour moi, mais je me suis dit, je venais d'avoir 50 ans, je me suis dit, vas-y ma cocotte, là... Les choses sérieuses. Tu peux le faire. Ouais. En fait, non, j'ai toujours été fascinée, moi, par les fresques, justement. Enfin, depuis l'époque où j'ai découvert les Rougon-Macquart, hein, on va prendre les références. Les références scolaires aussi. Les plus... Non, c'était en dehors de l'école. D'accord. Je suis rentrée de mon propre gré dans cette saga, hein, aussi, feuilletonnante. Et sauf que, alors justement, moi, j'ai décidé de ne faire qu'un volume. Hein, c'est mieux que 20. Voilà. C'est pas c'est mieux, c'est mieux, mais en tout cas, voilà. Mais c'était l'œuvre de... Je savais que c'était... je ne pouvais m'attaquer à ce projet qu'en ayant déjà écrit plusieurs livres bien avant. Alors, vos Rougon-Macquart à vous, c'est la famille Balaguer, la bien nommée, puisque Balaguer, pas tellement à Balaguer, puisque c'est un siècle d'orage guerrier, de 14 à 62. Les trois premières générations dont vous retracez l'histoire dans le roman sont des générations qui vont à la guerre. C'est ça. Et en fait, je me suis appuyée sur l'histoire de ma propre famille, qui, comme bien des familles françaises, peut avoir ces points de repère là. C'est-à-dire que mes arrière-grands-pères ont été sur les fronts en 14-18. Mon grand-père est parti en 39, mobilisé bien sûr. Et puis mon père est parti en Algérie. Et donc, en reprenant toute cette généalogie de ces hommes de ma famille, je me suis interrogée ensuite sur ma place, moi, née en 70, 71, en tant que femme, enfin fille à l'époque, et ensuite celle de la destinée de mon fils, qui lui est né au moment où le service militaire a été abrogé, en fait. C'est une affaire d'homme, hein, le livre. Il tourne beaucoup autour de la question de la masculinité. Le parallèle avec votre famille s'arrête là, d'ailleurs, parce que vous racontez des pères et leurs fils. C'est ça, mais sous mon regard de femme. Ça, j'y tiens beaucoup, parce que, justement, je voulais porter vraiment ma sensibilité à moi sur ces hommes et leur... Comment dire montrer à quel point le fait qu'ils aient été broyés et par les conflits mondiaux et par aussi les attentes de la société à leurs égards, avait provoqué des catastrophes familiales ensuite qu'on va rencontrer. Une série de catastrophes. On ne va pas tout raconter ça, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de suspense, c'est un page-turner. Hein. Parce que vous vous dites, oui, d'accord, 500 pages, machin, mais non, ça se lit très très vite, en tout cas très bien. Et voilà, et alors à chaque fois, on a envie de savoir ce qui se passe à la page d'après. Un petit mot de la géo, puisqu'on parle de l'histoire, il y a un centre de gravité à ce roman, c'est une ferme, les Chaumes, dans le Morvan, et à travers ça, vous racontez aussi plein de choses, notamment l'exode rural, la gentrification d'un certain nombre d'endroits à la campagne, etc. C'était toute l'ambition de ce roman, c'était aussi de pouvoir, par strates, évoquer tout ce qu'il y avait autour de cet axe principal qui était autour des hommes et des guerres. Mais je voulais aussi évoquer les évolutions
qui touche ces endroits-là. Donc cette ferme, ce décor unique qu'on va voir changer, on va passer presque du noir et blanc à la couleur. En fait. Décor qui prend la parole à la fin. Alors chaque chapitre, ça je peux le dire quand même sans rien dévoiler, c'est le point de vue d'un des personnages, où on suit un des personnages, jusqu'à un moment vers la fin où c'est, au lieu qu'il y ait le nom d'un personnage en tête de chapitre, il y a écrit les chaumes. C'est ça, c'est presque en fait c'est un personnage de plus. C'est le personnage fixe, le repère, le fil rouge, et chacun de ces hommes est amené à quitter puis revenir toujours dans ce lieu central de cette ferme. Je précise qu'en vous lisant, on écoute aussi la bande son du siècle, c'est bourré de références musicales, ça va du temps des cerises à Nirvana, ce qui pour moi renforçait un peu le côté les uns et les autres du roman. Vous c'est les Rough-Macquart, moi c'est le Louche, enfin bon, dans la série des Grandes Traversées ça marche bien. Un tout petit mot de la langue, juste avant qu'on passe à l'anti-sèche, elle évolue dans votre livre. Comment vous avez fait? Vous avez mangé du dictionnaire d'argot Je me suis régalée en fait, parce que ça c'est vraiment justement tout mon plaisir, c'est de travailler aussi la langue, pas seulement les faits que j'évoque dans l'histoire et dans l'intrigue. Et du coup, oui, elle évolue. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais par exemple en référence plus la langue de Steinbeck ou de Faulkner presque, pour évoquer cette fratrie au départ dans cette ferme. Et puis évidemment, plus on arrive vers une époque contemporaine, mon vécu à moi et notre langage contemporain. Et on le retrouve maintenant. Voilà, on le retrouve. Mais j'ai retrouvé des bons vieux mots d'argot, ça me faisait penser à Léo Mallet, moi aussi, avec des macaches et des choses comme ça. Il y a évidemment du gabin, voilà, c'est ça, du Audiard, dans les années 30, voilà, bien sûr. Voilà, il y a plein de façons d'étoffer sa culture générale. Il y a donc de lire Nous traverserons des orages d'Anne-Laure Bondou. Je suis toujours gêné de vous présenter, alors c'est Gallimard Jeunesse qui publie, je suis toujours gêné de vous présenter comme autrice ado, parce que ou alors je suis resté un grand ado éternel, parce que moi, j'ai toujours un énorme bonheur à lire vos livres. Je crois que c'est des livres tout à fait grand public. Et c'est toute l'ambition d'ailleurs que mais c'est accessible en tout cas dès 13 ans, 12-13 ans, je l'espère, on peut y aller. J'ai travaillé dans ce sens en me disant que évidemment les adultes étaient concernés. Et ils le sont, et autre façon d'étoffer sa culture G. Écoutez l'Anti-Sèche de Brandon Noiret. La transition. La transition, n'est-ce pas Vous allez bien, Brandon? Très bien, et vous? Formidablement bien. L'Anti-Sèche de ce 16 octobre revient sur l'histoire d'une des plus grandes peintres du 19e siècle. Et c'est vraiment la journée Gallimard Jeunesse dans la quotidienne, puisque Rosa Bonheur fait l'objet d'un livre chez Gallimard Jeunesse dans la collection Les Grandes Vies. Effectivement, Les Grandes Vies, on s'est déjà intéressé à Mohamed Ali, Gisèle Halimi, on a aussi Molière. Énormément de personnages, Léonard de Vinci, qui ont marqué l'histoire de France et l'histoire en général. Donc là, Rosa Bonheur, elle est née, je vous l'offre, si vous voulez regarder. Avec plaisir. C'est assez pédagogique, c'est extrêmement bien fait parce qu'on lit à la fois l'écriture, on a aussi beaucoup de fond, beaucoup de formes. C'est accessible à tout le monde, vous allez voir. Donc Rosa Bonheur, née le 16 mars 1822 à Bordeaux, dans une famille bourgeoise. Dès l'enfance, elle est initiée par son père au saint-simonisme, vous savez, en lien avec le comte Saint-Simon, qui prône déjà l'égalité homme-femme. Nous sommes au début du 19e siècle, on a déjà cette avancée. Alors elle, évidemment, elle est marquée par son féminisme qu'elle développe très rapidement. Elle passe son enfance à la campagne, dans le plus grand bonheur. Rosa Bonheur. Et j'attendais votre retour, je ne sais pas. Bon. Alors on a cette Rosa Bonheur qui, elle, est marquée aussi par les animaux, par la campagne, par ses décors champêtres grâce à son papa. Son papa, lui, est professeur de dessin. Donc évidemment, dès le départ, il initie à la musique, à la culture, au dessin. Il veut qu'elle soit comme un homme à cette époque. Elle abandonne à l'âge de 13 ans son métier de couturière, qui lui était évidemment destiné comme toutes les femmes à cette époque. Et elle commence à travailler le dessin, la culture, la musique et la peinture. Et dans le même temps, elle travaille comme apprentie dans l'atelier de son père. Elle commence donc à peindre, vous venez de le dire, et elle peint ce qui fera sa renommée dans le monde entier des animaux. Effectivement, son père lui a tout appris. En 1841, elle a 19 ans et pour la première fois, elle présente des tableaux au jury du salon de peinture et de sculpture, le très réputé salon à Paris qui accueille des milliers de personnes venues de toute l'Europe, mais aussi de l'Amérique du Sud. C'est un peu pour un nouvel artiste de montrer ses premiers faits d'armes. On découvre Rosa Bonheur à cette époque. 7 ans plus tard, en 1848, elle présente son tableau Bœufs et taureaux, race du Cantal. Évidemment, elle obtient une médaille d'or. Et vous pouvez le découvrir, ce tableau d'ailleurs, au musée d'Orsay. Ouais. Il est absolument magnifique. Très grand tableau dans cette très grande salle. Donc Rosa Bonheur expose à ce moment-là. Évidemment, les commandes s'enchaînent par l'État, mais aussi par les riches clients. Elle est de plus en plus payée et ça fait son bonheur à cet artiste. Elle reçoit aussi une grande commande, sa plus grande, jamais réalisée, le labourage nivernais. Évidemment, c'est aussi, regardez, ce tableau assez exceptionnel, magnifique quand même, très sublime. Elle était aussi convaincue, Rosa Bonheur, de la nécessité aussi de défendre les animaux. C'est l'une des premières adhérentes de la Société protectrice des animaux, la SPA, qui est créée en 1845, à l'origine une association qui cherche à soustraire les chevaux de la maltraitance des cochers.
Rosa Bionnière. Non, mais bon. Rosa Bonheur, pionnière. Oui, également sur la façon de se comporter, puisque sur les marchés, aux abattoirs dans lesquels elle se rend régulièrement, elle s'habille avec un pantalon. Or, la loi, à l'époque, interdit aux femmes de renoncer à leur robe longue, à leur corset. Elle ne se laisse pas faire. Effectivement, elle va on le voit jusqu'à d'ailleurs dans le bouquin à un moment donné. On le voit dans le livre. Le permis de travestissement. Effectivement, le permis de travestissement. Elle demande justement une dérogation à la préfecture de police de Paris, acceptée pour Rosa Bonheur, acceptée également pour une certaine George Sand. Évidemment, c'est parce que c'est sans doute aussi une autrice, une grande dame très populaire à l'époque. Et figurez-vous que ce port du pantalon a été abrogé il y a seulement 10 ans, en 2013. Et oui, alors évidemment c'est devenu caduque son application, mais quand même pour vous dire, il y a une ordonnance qui existait et qui interdisait le port du pantalon pour les femmes. Qui n'avait jamais été abrogé. Effectivement, jusqu'à il y a tout juste 10 ans. Alors elle aimait aussi les défis, Rosa Bonheur, comme par exemple peindre un tableau immense, 5 mètres de long. Ce sera fait avec le marché aux Chevons. Il est présenté en 1853, toujours ce salon extrêmement prestigieux à Paris. Le public américain découvre Rosa Bonheur grâce à ce tableau et elle devient une héroïne moderne. Tous les Américains connaissent et découvrent Rosa Bonheur. Peut-être plus qu'en France, d'ailleurs. Oui, sans doute, exactement. Et on connaît plus Rosa Bonheur que la géographie, comment placer la France sur une carte. Ça, c'est exceptionnel. Ça n'a pas changé, notez bien. Ça n'a pas changé, en Amérique. Effectivement. En 1865, elle devient aussi la première femme promue officier de la Légion d'honneur. Une récompense, évidemment, décernée par l'impératrice Eugénie. Elle est aussi la première artiste dans l'histoire de la peinture qui voit de son vivant le marché de l'art spéculer sur ses tableaux. Donc, c'est assez exceptionnel. Elle meurt à l'âge de 77 ans en 1899, avant d'avoir terminé évidemment l'œuvre d'une vie, la fourlaison du blé en Camargue. Donc si vous voulez découvrir un peu plus de Rosa Bonheur, c'est Gallimard Jeunesse, Les Grandes Vies. Allez-y. C'est magnifique. Et alors, c'est pas sur Bonheur que je voulais réagir, c'est sur Rosa, Rose. Parce que vos personnages, ils ont tous des noms d'arbres ou de plantes. Ah oui, c'est vrai. On a Saule, on a Aloès, on a... On a Charme. Évidemment, Charme. Olivier, bien sûr. Et quand c'est une fille, c'est Véronique. Et là, quand c'est une fille, c'est une fleur. Bah oui. Voilà, un très beau prénom. Magnifique prénom, Rose. Rosa, Rose. C'est vrai on peut... Ok, on change rien alors. Non, c'est très bien. On se retrouve pour la récré. Grand oral, Anne-Laure Bondou. Nous traverserons des orages, le nouveau roman d'Anne-Laure Bondou, c'est donc chez Gallimard Jeunesse. Le livre raconte l'histoire d'une famille, d'une maison et d'un pays. C'est ce que vous annoncez dès la deuxième phrase. On a parlé du pays au début de l'émission. Je voudrais qu'on parle un peu de la famille. La famille qui ici est avant tout le lieu des secrets, mais aussi, et pour cause, parce que c'est le lieu des meurtres. J'en dis pas plus. Oui, voilà. Du meurtre, on va dire. Comme ça, on va faire une allégorie du meurtre. Oui, voilà. On ne sait pas combien il y en a. Mais en tout cas, la première partie du roman s'appelle Un grand secret. Et c'est comment ce grand secret fondateur va ensuite irradier un petit peu à chaque génération et provoquer des remous à travers justement ce qui m'intéresse, c'est le silence qui est lié au secret. Ce silence qui est souvent une chape posée, un interdit posé sur la parole, à cause souvent de la honte. La peur, la honte. Donc, dans les familles, ça fait longtemps que je m'intéresse aux traces que laissent ces hontes et ces peurs, parce que c'est aussi très lié aux époques en question. C'est-à-dire, chaque époque ayant ses tabous, on va créer autour des zones de silence et ça va ensuite agir sur les comportements des uns et des autres et créer des dégâts sur plusieurs générations. Histoire de la masculinité vue par une femme, oui. Disiez-vous, et un certain nombre de tabous pèsent sur la sexualité, sur les orientations sexuelles, et ça on le voit pas seulement vers la fin du livre où on va arriver vers les années SIDA, mais en fait dès le début, vers le milieu en tout cas. Oui, et puis même dès le début, parce qu'il y a, oui, comme dans toutes les familles, des non-dits sur qui fréquente qui, etc. Des enfants qui ne sont pas forcément les enfants du géniteur officiel. Prévu sur les papiers. Exactement. Oui, ou prévu d'ailleurs, c'est les deux d'ailleurs. Quelle famille peut échapper, je pense, à ce genre d'histoire. Et moi, ça me fascine beaucoup de savoir qu'on vient tous de là, de ces mensonges, de ces non-dits, de ces choses de ces mythologies aussi. Mais qui finissent à un moment donné à éclater.
Sinon, il n'y a pas de livre en plus. Ah non, en plus, dans la vraie vie, vous en êtes convaincu? Ah, j'en suis convaincue dans la vraie vie. Il y a aussi une strate de honte sociale. Absolument. Que vous décrivez. Je vous cite à un moment donné, je vais te dire pourquoi Balaguer, donc on ne va pas dire lequel c'est, comme ça on ne spoil rien, mais c'est pourquoi il n'ose pas vraiment aller plus loin dans ses études, et un de ses camarades à ce moment-là en tout cas lui dit parce que tu es un plouc, et le problème des ploucs c'est qu'ils ont un complexe d'infériorité, ils s'imaginent que c'est plus facile pour les autres, alors ils brandissent l'étendard de l'injustice sociale et ils renoncent. C'est dans la bouche d'un personnage qui lui-même vient de l'aristocratie. C'est ça. Mais qui est sympa à ce moment-là de l'histoire. À ce moment-là, oui. Mais disons, il pose un regard très... de classe sociale, de classe sociale. Complètement. Et c'est une interrogation de ma part aussi, ce roman, sur d'où je viens moi, puisque je viens de cette famille-là, vraiment de laboureurs, de cultivateurs, sur des générations et des générations, et comment justement on arrive à s'extirper aussi des limites qui sont posées sur ce qui ne se fait pas, sur ce qui ne se dit pas, etc. Donc moi, comment je fais pour devenir écrivaine à ma génération, en ayant derrière moi beaucoup d'illettrés en réalité sur des générations, puis petit à petit des gens qui se sont élevés, on va dire, petit à petit, comme ça a été le cas de mon père. Et à chaque étape, il faut y aller, et c'est pas évident. Il y a peu de personnages 100% aimables dans le livre. J'aime bien ça, moi aussi. Ouais, c'est ça. Permettre au lecteur aussi de se faire une opinion et alors d'essayer de toucher quand même à une sorte de justesse de la vie, c'est-à-dire que ni vous ni moi ne sommes 100% parfait, quoi. Non, enfin, moi non. Il y a Brandon. Là, vraiment, franchement, il n'y a rien à dire, Brandon. Peut-être un contre-exemple. Non, c'est parce que tu es jeune, tu n'as pas encore eu le temps. Enfin bref, tu verras. Exactement. En vieillissant, on se rend bien compte. Voilà. Et donc, oui, j'aime dépeindre dans mes livres, justement, des personnages avec des facettes qui, parfois, troublent les plus jeunes parce qu'il y a peut-être une sorte d'attente. Une convention. Disons-le. Voilà. Mais je le dis dès le début aussi, il n'y a pas de héros dans cette histoire. Absolument, il n'y a pas de héros dans notre histoire, seulement des hommes que la violence du monde laisse sans voix. C'est ça. J'ai bien aimé la phrase, vous le disiez, parce que vous voyez, je l'ai même recopié. Écoutez, merci, parce que c'était vraiment l'axe, c'est-à-dire comment... Justement, moi qui travaille à partir des mots, je peux donner la parole. En prenant la voix. Parce qu'il y a cette idée que tous ces silences, ils nourrissent la violence. Si je ne mets pas les mots, je ne peux pas surseoir à cette violence. C'est ma thèse, on va dire, comme disait Zola, justement, qui avait sa thèse à lui. Mais je suis convaincue, par expérience aussi, dans ma propre vie, dans mon entourage, que le silence, tant qu'il est justement posé comme un interdit, on peut choisir le silence, mais tant que ce n'est pas un choix et que c'est ça ressortira autrement. Ça ressortira de façon violente. Violente. Vous faites peut-être déjà partie des centaines de milliers de lecteurs de ces précédents romans, notamment de L'Aube sera grandiose, qui vient de sortir en édition collector, je le signale ici, au moins 200 000 exemplaires vendus, probablement dans plus. Ces eaux-là dans ces eaux-là, oui. Ça veut dire plus, parce qu'il y a un petit côté comme ça, Anne Lorandou. Je signale quand même aussi que dans Nous traverserons des orages, que vous publiez donc là, chez Gallimard Jeunesse, il y a des très belles illustrations signées d'autres filles. Colline, absolument, on l'a merci pas dit beaucoup de les signaler. Il y a 8 planches. Exactement. En fait, j'ai beaucoup travaillé chaque sur le époque, rythme. Oui, voilà. Je voulais que ce soit un roman accessible à tous. J'ai travaillé beaucoup sur le rythme. Eh bien, ça marche. L'heure de la récré, et on se retrouve juste après avec Anne Lorandou. Brandon Aurette. Vous le croyez, ça? Il me fait rire. Il a beaucoup d'humour. Non, pas du tout. Non, mais les transitions. J'ai fait quoi? J'ai dit quoi? Je le regarde, il se marre. Les transitions. Rebonjour, Brandon. Rebonjour, Emmanuel. Comment ça va depuis tout à l'heure? Très bien. Super. En bonne compagnie. C'est comment? Journée mondiale de l'alimentation aujourd'hui. Et c'est seulement, ai-je appris en vous lisant, la 3e édition. Oui, c'est la 3e édition. Alors pourquoi le 16 octobre? Parce que c'est le 16 octobre 1945 qu'a été créée l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Chaque année, on a un thème qui est associé, et cette année, c'est l'eau. D'ailleurs, j'ai une petite question, Emmanuel, pour vous. Est-ce que vous connaissez la part de l'eau qui est occupée sur notre planète? Non, mais c'est beaucoup. C'est plus des 2/3. Vous savez, 80. Ah, pas loin. Moi, 70%. Entre les deux. Voilà, c'est parfait. 70%, seulement 3% d'eau douce aussi. On a 97% d'eau douce. Assez exceptionnel. Est-ce que vous savez aussi la consommation par jour en moyenne d'un Français d'eau? Je dirais. Consommation d'eau. Peut-être 30 litres. Ah, c'est beaucoup plus. Emmanuel, vous avez une idée? Aucune. 148 litres en moyenne par jour. Comment on fait pour consommer 148 litres? Eh ben, on se douche, on mange, on a le lave-vaisselle aussi, on a beaucoup de choses. C'était environ 135 litres en 2014 et c'était 110 litres dans les années 80, donc c'est plus ou moins stable.
plus ou moins, mais ça continue d'augmenter au fil des années. Et pour arriver, l'eau qui arrive à notre robinet, à notre douche, à notre lave-vaisselle, figurez-vous quand même que l'eau parcourt, il y a 996 000 km de canalisation pour cette eau, et on a en moyenne 20% de cette eau qui disparaît à cause des problèmes de conduite. Ce qui est un enjeu considérable à l'heure actuelle avec toutes les questions de partage de l'eau et de gestion d'eau. Alors pour cette journée mondiale de l'alimentation, est-ce que les organisateurs ont prévu des actions ou des initiatives pour les plus jeunes? J'imagine que oui. Oui, voilà, 3e édition, chaque année il y a des concours qui sont organisés. Là, c'est un concours de posters, donc ça fait marcher votre créativité. Vous décidez de dessiner quelque chose en lien avec l'eau et l'alimentation. Vous proposez votre dessin, vous le téléchargez en ligne avec votre formulaire. Alors, évidemment, pour celles et ceux qui sont réticents, qui hésitent, sachez qu'il y a beaucoup de cadeaux à remporter, et notamment un prix honorifique de l'une des plus grandes organisations mondiales. La seule petite difficulté, il faut avoir entre 5 et 19 ans pour participer. Et puis il faut commencer à se dépêcher un peu, donc on a jusqu'à quand? Jusqu'au 3 novembre. D'accord, oui, non, ça va. Voilà. Et donc remporter beaucoup de prix, et tous les habitants, tout le monde peut participer un peu partout dans le monde. Voilà, allez-y. Génial. Et c'est bien pour son CV aussi, débuter à 14-15 ans, avoir... Le CV, tout de suite le CV, laissez-les tranquilles, ce sont des enfants. Merci beaucoup, grand oral Anne Normandou. Nous traverserons des orages, fresques historiques et sagas familiales. Ça, on en a parlé, même si on n'a pas pu tout dire. Grand roman de l'intime aussi, et je voudrais qu'on termine là-dessus. C'est lié à la fois à la construction du texte, qui alterne les points de vue des différents protagonistes, mais aussi aux thématiques que l'on croise. Parce qu'il n'y a pas que la guerre, il y a l'amour, le sexe, le viol, l'alcool, la drogue. Vous allez faire fuir les lecteurs, là. Non, je pense qu'autour de 14-15 ans, je suis en train de vous faire vendre quelques exemplaires quand même. Je répète, le sexe. Non, il se passe des trucs quand même. Bien sûr, ouais. C'est un roman qui raconte aussi la fragilité de la jeunesse, la tentation de fuir le réel. Quand même, dans vos personnages, les principaux, à un moment donné, alors certes, c'est lié à ce fameux silence et au fait qu'ils ne trouvent pas les mots, il y a l'exutoire de la violence, mais il y a aussi l'exutoire de l'alcool ou l'exutoire de la drogue. Ou des drogues, etc. Voilà. Oui, bien sûr. Soit ces hommes sont détruits par les événements extérieurs, en tout cas abîmés, soit ils vont retourner cette violence contre eux-mêmes et s'auto-détruire ou s'auto-saboter. Parce qu'il y a effectivement ces trajectoires aussi sociales, c'est-à-dire que ce qui m'interrogeait à la génération du personnage qui représente ma génération à moi, c'était toute ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui va tourner autour de la réussite et de la pression à la réussite sociale. Donc c'était autour de la réussite et de l'échec que ces problématiques à lui se cristallisent. Exactement. Être aimé, se sentir aimé pour pouvoir aimer à son tour, ça aussi c'est un grand fil rouge du roman. Bien sûr, et dans ce roman, l'amour est jamais là où il faut. C'est-à-dire, on voudrait aimer une personne qui ne nous aime pas en retour. Ça, c'est un grand thème, évidemment. Il y a du Jules et Jim dans tous les coins. Voilà. Un peu de Roméo et Juliette. On doit aimer une femme quand on est un homme parce que c'est un attendu de la société et un tabou, évidemment, très alors que peut-être qu'on préfère puissant. les hommes. Alors que peut-être on préfère les hommes. Époque, vous vous rappelez, où l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale. Une maladie mentale. Il faut mettre les mots, vous les mettez. Condamnable. Jusque récemment. Oui, comme le pantalon, le port du pantalon. On vient de là, on vient quand même. Et c'était ça que je voulais faire sentir aux lecteurs et notamment aux plus jeunes. C'est en un seul roman, à travers cette fresque qui est très condensée, en vérité, c'est une lecture express, faire ressentir à ces jeunes qui sont nés après 2000 d'où nous venons. C'est-à-dire nous venons d'une histoire où justement l'homosexualité est passible de prison, est dénoncée comme une maladie mentale. Nous venons d'une époque, évidemment, d'une époque où les femmes n'avaient pas voix au chapitre, évidemment, parce que les personnages féminins, j'ai fait en sorte qu'au départ on les voit à peine, peu à peu prennent leur place. Et voilà. Et également avec une galerie de portraits absolument remarquable et tout type, j'allais dire, de femmes, mais souvent des femmes qui veulent vivre leur vie quand même. Des femmes y compris en envoyant balader les conventions ou leur famille. Voilà. C'est ça, et qui subissent justement, parce que je pense qu'on ne peut pas faire évoluer notre société toute seule, nous les femmes, et qu'il faut vraiment que vous soyez avec nous. Et pour ce faire, il faut que les hommes se débarrassent eux aussi de tout ce qui pèse sur leur émancipation. Il y a une émancipation masculine qui n'est pas encore non plus au rendez-vous, qui n'est pas terminée. Non, bien sûr. Anne Normandou, 4 générations, 3 guerres qui sont des guerres militaires.
Les années SIDA, c'est la dernière guerre, c'est les guerres de l'intime finalement, où j'exagère un peu en fait, on voit ressurgir en le disant ensuite, comme ça, mais parce que c'est vraiment quand on vous lit, c'est ça. Si on cherche la guerre de la dernière génération, elle est là, quoi. C'est à la fois cette guerre-là que j'ai souhaité vraiment retraverser moi-même parce que ça a marqué mon adolescence, mais de façon un peu souterraine. J'évoque Tchernobyl, qui a été pour moi et ma génération un tournant aussi, parce qu'il y a eu une prise de conscience aussi écologique, même si le mot n'était pas posé. Et ensuite, on voit se dessiner tout ce qui arrive au tournant des années 2000. On voit s'effondrer les tours jumelles à New York. On entend parler des attentats et toutes les problématiques de l'époque. Et ça se termine sur Poutine, quoi, bien sûr. C'est ça. Il y a de nouvelles guerres maintenant. Nous traverserons des orages. Superbe roman d'Anne-Laure Bondou. Il vient de sortir, c'est chez Gallimard Jeunesse. Elle annonce la couleur dès l'intro, mais vous lisez la suite quand même, quand elle vous dit que la littérature est une consolation. En tout cas, c'en est une merveilleuse quand on vous lit. Vous restez avec nous, on va accueillir Marie-Olivier et on va retourner au début, en tout cas dans la première moitié du XXe siècle. Brandon, merci beaucoup. Merci Manuel. Cours particulier, Marie-Olivier. Cours particulier, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous nous faites voyager en pédagogie dans le temps ou dans l'espace. Aujourd'hui, dans le temps, pour rencontrer une pédagogue du XXe siècle, Germaine Tortel. Oui, alors Germaine, elle est assez jeune par rapport aux autres pédagogues qu'on a l'habitude de rencontrer dans cette chronique, qui sont plutôt à la croisée du 19e et du 20e. Elle naît vraiment à la fin du 19e à Lyon et elle meurt en 1975. Germaine Tortel, c'est une enseignante. C'est une enseignante, oui. Elle est élève maîtresse à l'école normale de Lyon avant d'être institutrice titulaire dans des classes primaire à Lyon et alentour dans des zones plus rurales. Elle enseigne ensuite en maternelle et elle travaille à la fac de Lyon où elle en profite pour faire des études en psychopédagogie. Et d'ailleurs, elle empile les diplômes. Elle empile les diplômes, elle en passe 5. Voilà. Comme bon nombre de ses confrères pédagogues, Germaine a vraiment soif d'apprendre de nouvelles choses et d'enrichir sa manière d'enseigner. Elle est ensuite nommée inspectrice des écoles maternelles et primaires dans la Nièvre et à Saint-Étienne avant de monter à Paris. Paris où elle est inspectrice des écoles maternelles aussi. Inspectrice des écoles maternelles à Paris, exactement, et elle continue de s'intéresser de très près aux problématiques de la pédagogie et elle soutient sa thèse intitulée, tenez-vous bien, psychologie mécaniste et psychologie biologique dans leur rapport à l'éducation. Vaste programme. Elle continue donc à travailler avec des psychologues mais aussi des médecins et des psychiatres. Et alors concrètement, sa thèse, qu'est-ce qu'on en retire ? Concrètement, on va essayer de le faire concrètement. Elle y défend une pédagogie de la création et de la redécouverte. Donc concrètement, elle étudie grâce à des expériences auprès d'enfants en maternelle quelles sont leurs capacités de production optimales et les moyens d'expression qui en découlent. Donc quand on parle de production, Germaine s'intéresse tout simplement surtout au dessin. Et ces résultats, puisque ce sont des expériences, sont probants, j'imagine. Oui, alors ils ont un impact positif sur le bien-être et le développement des enfants et les parents des élèves sont très enthousiastes. Ils organisent eux-mêmes des expositions d'œuvres d'art enfantins à Paris. Ces expositions sont nommées Art spontané et sont organisées sous le patronage de l'Éducation nationale avec le soutien de fondations et d'organisations privées. Et elles ont beaucoup de succès, ces expositions. Elles sont relayées dans la presse et elles font même le tour des capitales européennes et de nombreuses ambassades dans le monde entier. Wow, c'est très spectaculaire tout ça. Art spontané, vous nous aviez parlé d'Élise Freinet dans la série Élise, de la famille Freinet. Vous avez raison. Les principes de libre expression de l'enfant, c'est ça ? C'est ça, Élise Freinet, pour rappel, c'est une pédagogue et artiste qui est à l'origine du mouvement Freinet avec son mari Célestin. Et ils avaient mis en place des principes fondamentaux, dont l'approche Freinet, la libre expression. L'idée, c'est que dès le plus jeune âge, l'enfant puisse librement, par la voie de l'art, exprimer ses émotions. Et dans sa relation à lui, aux autres et au monde. Elles sont contemporaines d'ailleurs, Élise Freinet. Elles vivent au même moment, exactement. Et elle sort, Élise Freinet, son premier livre qui s'appelle L'enfant artiste en 1964 et elle fondera quelques années plus tard, en 1969, L'Art enfantin, une revue d'art des enfants. Et à ce moment-là, Germaine, elle, est déjà à la retraite de l'Éducation nationale, mais elle reste bien occupée. Et elle prend un poste dans un endroit mythique pendant de longues années, qui est l'INRP, l'Institut national de recherche pédagogique. Exactement. En 1962, elle prend un nouveau poste. Germaine, en fait, elle, c'est plus une chercheuse qu'une artiste, alors que, par exemple, Élise, c'est plus une artiste née. Et d'ailleurs, Germaine, elle accorde une grande importance à la création plastique et au dessin des enfants, et elle veut que les choses soient claires. En aucun cas, vraiment, elle est spécialiste du dessin, et elle veut vraiment... C'est ça qui les distingue un peu, c'est ça. Exactement, elle veut vraiment mettre en avant la recherche. Pendant ces années, qu'ces qu'elle fait justement dans ce nouveau poste ? Alors elle occupe le premier poste de recherche sur l'école maternelle et à l'Institut, elle recrée un centre de documentation où elle rassemble toutes les expériences qui sont menées pendant sa carrière avec les enfants. Elle met aussi en place des réunions mensuelles avec des enseignantes, surtout des anciennes institutrices qui partagent sa vision. Et le but de ces réunions, c'est vraiment d'alimenter sa réflexion pédagogique et d'améliorer sans cesse les approches en classe. Et elle écrit et ça va donner un livre qui est resté. Oui, alors elle revient sur sa carrière et ses expériences, mais elle a envie de publier, mais elle franchit
jamais le pas, car elle a peur que sa pensée, qui est en fait toujours en évolution, se retrouve figée et érigée en méthode. Et comme elle ne parvient pas à publier, ce sont les anciennes institutrices avec lesquelles elle travaille qui s'occupent de cette transmission. Et donc, il y a un livre qui sort qui s'appelle « Pédagogie de l'initiation ». Et 2 ans après la mort de Germaine en 1977, ces fidèles enseignantes créent l'association Germaine Tortel afin que ses activités perdurent. Association qui existe toujours. Elle existe toujours, oui. Elle a pour but de faire contribuer à vivre, de faire vivre, continuer à vivre l'œuvre de Germaine dans les classes, de publier ses écrits, d'alimenter le centre de documentation et de proposer des temps de rencontre avec des réunions et des expositions. D'ailleurs, si vous voulez voir des archives de travaux menés par Germaine Tortel avec les enfants, le Musée national de l'éducation de Rouen les montre. Et il y a aussi des archives qui sont disponibles en ligne. Eh ben super, donc direction le Munae, c'est à Rouen, le Musée national de l'éducation. Merci pour ce portrait de Germaine Tortel, que j'avoue, j'avais entendu le nom déjà, mais dont je ne mesurais pas l'ampleur de l'œuvre sur les enfants. Merci beaucoup Marie. Merci beaucoup Anne-Laure Bondou de nous avoir accompagnés. J'ai beaucoup dit que nous traverserons des orages, il y a des guerres de partout, du sida, vous avez quand même précisé qu'il y avait même Poutine à la fin, enfin voilà, tout ça n'est pas joyeux. Mais quand je vous citais en disant la littérature est une consolation, c'est pas un truc triste, un livre triste non plus. Pas du tout. Voilà. En fait, à travers justement cette longue histoire de catastrophe, moi, en fait, quand je l'ai écrite, ça m'a donné du courage, parce que je me suis dit, mes ancêtres ont traversé une guerre mondiale, une autre guerre mondiale, voilà, toutes ces catastrophes. Et on est là, et d'une certaine manière, l'idée, c'était de dire aux plus jeunes, à vous de traverser les vôtres. Quoi. Traverser les vôtres, pour ça, vous lisez, vous parlez, pas les silences, parce que c'est pas bon pour la santé. Voilà. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission Maquillage Laure Rodemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée en régie par Emma Frari, Thibaut Goury-Lafont pour le son, Théo Boscar pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.